Bien, Monsieur le ministre, Monsieur le président de commission, Madame la rapporteure, chers collègues, ça a été dit depuis tout à l'heure, la fraude fiscale est quelque chose d'insupportable. Pour ma part, que ce soit d'ailleurs la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, c'est-à-dire sa version somme toute légale, je considère qu'en réalité ce sont des voleurs, des malfaiteurs qui pillent la richesse produite par nous tous. Je dis volontairement ces mots pour pointer non seulement leurs responsabilités, mais les maux auxquels nous avons affaire. Selon une étude de l'association Oxfam, 85% de la richesse mondiale est détenue par les 10% les plus riches. La moitié de la population mondiale dispose seulement de 0,5% de cette richesse. Ces chiffres avaient été abondamment commentés fin 2017 lorsqu'ils étaient sortis dans Le Monde. Et bien sûr, ils ne doivent pas tout à la question de la fraude et de l'évasion fiscale, mais la fraude et l'évasion fiscale prennent largement leur part dans cette captation de la richesse par quelques-uns. En France, la fraude et l'évasion fiscale, c'est entre 80 à 100 milliards d'euros par an. En comparaison, le plan pour la pauvreté du gouvernement, c'est 2 milliards par an. On pourrait donc faire, uniquement avec ces sommes, l'équivalent de 40 plans pauvreté Macron par an. Cela représente encore entre 15 et 20% des recettes fiscales, et là je ne parle que de la fraude fiscale. En gros, on demande au peuple de toujours se serrer la ceinture, pendant que les plus riches de nos concitoyens se soustraient pour certains aux obligations républicaines et à hauteur de sommes qui évidemment sont importantes. Le fraudeur optimise, mais l'optimisateur est présumé non fraudeur. Il faut donc pour nous inverser la logique. Les fraudeurs sont délinquants et les optimisateurs des délinquants en puissance. Seule, en réalité, la loi change leur nature. D'ailleurs, je note une chose, l'objectif des deux est la même. L'un par des moyens illégaux, l'autre à la limite de la légalité, vise à se soustraire de la redistribution des richesses et de l'impôt. Moi, je traverse la rue et je vous trouve tous les jours des montages fiscaux agressifs, tous ceux que vous voulez. Ils sont désormais couramment commercialisés par des cabinets de conseil et institutions financières avec un seul but, minorer sa contribution à l'effort collectif. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure très justement que tout cela était un problème par rapport à la démocratie représentative, on pourrait dire à la démocratie tout court et à la République. Et cela me vaut, et explique pourquoi nous proposons ici une motion de renvoi, de tout de suite préciser qu'est-ce qu'il manque justement dans la loi qui nous est présentée aujourd'hui. Tout d'abord, vous l'aurez compris avec cette introduction, c'est un texte qui ne s'attaque qu'à certains aspects de la fraude et aucunement à l'évasion fiscale. D'ailleurs, je note que la majorité vient de déposer un rapport sur l'évasion fiscale avec quelques bonnes idées. Je trouve que c'est une occasion manquée, du coup, pour légiférer de manière globale. La seconde chose, c'est que vous vous trompez de logique. Vous utilisez le vieux logiciel, comme l'a fait d'ailleurs François Hollande avec le service de traitement des demandes rectificatives, qui consiste à prier les riches particuliers et entreprises de bien vouloir se régulariser en échange de pénalités réduites. J'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, on fait rentrer de l'argent rapidement, c'est souvent ce qu'on nous dit pour justifier justement ces négociations, mais ça ne sert à rien si, dans le même temps, cela nuit à la lutte contre la fraude sur le long terme. Je voudrais, avant de commencer à affiner la critique de cette loi et les raisons de cette demande de renvoi, dire ce qu'il pour nous manque et donc les propositions que nous faisons. Tout d'abord, c'est, vous l'avez dit, je vous l'ai dit, améliorer les dispositifs existants contre la fraude et l'évasion. Cela consiste par exemple à renforcer l'abus de droit, c'est-à-dire de punir ce que j'appellerais une planification fiscale agressive, tous ces montages complexes qui permettent des optimisations aux limites de la loi. C'est d'ailleurs ce que recommande le rapport sur l'évasion fiscale, publié aujourd'hui, et en assouplissant les critères, notamment à faire en sorte que deux motifs exclusifs d'échapper à l'impôt, on passe à un motif principal. Ce serait ensuite d'empêcher la manipulation des prix de transfert intra-groupe, c'est-à-dire des échanges commerciaux de biens et de services entre les filiales de la même multinationale à des prix qui ne sont pas ceux du marché, dans l'intention de transférer les bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité. Ce serait également établir une vraie liste des paradis fiscaux.
Nous proposons d'ailleurs un amendement pour redéfinir les critères actuels pour qu'ils reposent sur la transparence fiscale, les normes BEPC sur l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices et l'absence de mise en place d'un régime fiscal dommageable, conformément d'ailleurs aux préconisations du Conseil de l'Union européenne et de l'OCDE. Cela permettrait par exemple d'intégrer à cette liste française un certain nombre d'États que l'on devrait considérer comme des paradis fiscaux, mais qui actuellement ne sont pas dans la liste, comme les Bermudes, les îles Caïmans, pays dans lesquels les entreprises ne paient aucun impôt sur les bénéfices, mais aussi Hong Kong, où les entreprises domiciliées payent certes des impôts, mais uniquement sur les bénéfices qu'elles ont réalisés au sein du pays. Grâce à l'adoption d'un de nos amendements, signés avec d'autres formations, et d'ailleurs, M. Darmanin, je vous ferai remarquer que dans l'énumération des différents groupes qui ont essayé d'enrichir cette loi, vous avez oublié France Insoumise, mais ce n'est pas très grave, les pays de l'Union européenne ne seront plus automatiquement exclus de la liste des paradis fiscaux. C'est une avancée. Mais disons entre nous que ça ne suffit pas. Il faudrait maintenant adopter les critères que nous proposons pour qu'effectivement ces paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne se retrouvent réellement sur cette liste. Cet amendement renforce également le poids du Parlement en lui permettant de débattre sur l'application effective des critères et sur cette liste sur la base d'un rapport remis par le gouvernement. C'est le Parlement qui aura alors le dernier mot sur cette liste en décidant de la valider ou non. Enfin, nous prévoyons un amendement sur une clause de sauvegarde au bénéfice des pays reconnus comme les moins avancés par l'Organisation des Nations Unies et qui ne disposent pas d'un centre financier. En effet, il ne s'agit pas de pénaliser les États les plus fragiles socialement et économiquement dans notre combat contre la délinquance financière qui souvent ne les utilise que comme support sans que ça ait des répercussions positives sur leur peuple. Lutter contre le transfert des bénéfices est effectivement là aussi, à notre avis, un des grands manques, ou en tout cas une des insuffisances de la loi qui nous ont proposée. Ainsi, nous proposons un amendement qui vise à rendre les enseignes qui usent de mécanismes d'optimisation fiscale redevables de leurs obligations fiscales. Je le dis, c'est notamment le cas de McDonald's, raison pour laquelle nous proposons un amendement que nous nommerons McDonald's, qui, par des mécanismes fiscaux agressifs, organise en réalité tout un système d'affaiblissement des bénéfices de certaines de ses filiales au profit d'autres filiales, dans le but d'échapper à l'impôt sur les sociétés françaises et à ne pas redistribuer ses bénéfices aux salariés qui œuvrent pour son activité, d'ailleurs en passant à faire en sorte d'ignorer d'ailleurs tous les droits sociaux de ses salariés. McDonald's procède d'un système de franchise, ils ne sont pas les seuls, mais alors chez eux ça atteint des limites, un niveau considérable, et devient finalement à un certain moment un simple loueur de surface. Les salariés se retrouvent donc avec des droits différents selon les filiales. Ce mécanisme est non seulement socialement injuste, mais il contraint à la répartition équitable de bénéfices au profit de tous les salariés. Je tiens d'ailleurs, au passage, à saluer la lutte des salariés de Marseille, McDonald's Saint-Barthélemy, de Paris récemment, qui, par leur lutte, non seulement essaient de protéger l'emploi, mais aussi contribuent justement à lever le secret sur ces pratiques scandaleuses. Il faut également renégocier les conventions bilatérales et créer de nouveaux dispositifs contre l'évasion fiscale. Vous le savez, nous en proposons un, qui correspondra là également à un amendement, qui est l'institution de l'impôt universel. Il consiste en réalité, j'allais dire, à distinguer ceux de nos compatriotes qui partent à l'étranger dans des buts d'optimiser leurs impôts et ceux qui partent, j'allais dire, de manière honnête pour simplement accomplir ou travailler à l'étranger. Cette taxation différentielle que pratiquent les États-Unis vise les expatriés qui payent un impôt faible dans leur pays d'accueil. L'expatrié doit régler les impôts dus à son pays d'accueil et s'acquitter de la différence auprès de la France sur la base des modes de calcul de l'impôt français. Ce serait une manière aussi de lutter contre l'exil fiscal des grandes fortunes, puisque cela rendrait leurs efforts inutiles. Nous proposons également de taxer les GAFA sur le chiffre d'affaires. Les GAFA doivent rendre l'argent. Les géants du numérique usent des mécanismes fiscaux agressifs, nous le savons. Selon la Commission européenne, les GAFA payent moitié moins d'impôts que les autres entreprises traditionnelles. Le madis des entreprises et le développement de l'économie de l'immatériel depuis une quarantaine d'années rend la matière imposable complexe à appréhender, donc à contrôler. Raison pour lesquelles nous proposerons un amendement qui vise à permettre à la France de contrecarrer les schémas d'évasion fiscale pratiqués par ces multinationales du numérique. Il renforce, le dit amendement, le contrôle effectué sur les entreprises non résidentes
ayant une activité économique numérique continue sur le territoire national. Le principe est simple, imposer une taxation du chiffre d'affaires des entreprises non résidentes ayant pourtant une activité économique marquée en France. Enfin, je dirais que de nombreux amendements seraient nécessaires sur ce qui constitue, j'allais dire, peut-être un des manques les plus criants de cette loi, ou en tout cas la base sur laquelle elle entend fonder son effort. C'est la suppression des postes. Moins 40 000 fonctionnaires à Bercy depuis 2002. Il s'agit donc pour nous de réembaucher de manière équivalente le nombre de fonctionnaires perdus à Bercy, parce que je ne vois pas quel plan contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale nous pourrions mettre en action si, dans le même temps, nous affaiblissons le ministère des Finances. J'ajoute à ces fonctionnaires également la question des douanes. Vous avez rendu hommage aux douanes tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Doit-on rappeler qu'il y a un poste de douanier supprimé par jour, puisqu'on a en moyenne environ 350 douaniers en moins. Là aussi, il y a là un paradoxe qui n'est qu'apparent. Enfin, n'importe quoi, vous me répondrez, Monsieur le Ministre. Non, mais je ne crois pas que vous ayez vocation à intervenir comme ça. La parole est à Monsieur Coq. Merci. Enfin, sur le texte lui-même et en dehors des amendements que nous proposons, je voudrais expliquer pourquoi, pour nous, il y a, malgré des mesures parfois positives, surtout des propositions qui sont insuffisantes. Je l'ai dit tout à l'heure, la première, c'est qu'il n'y a rien sur l'évasion fiscale, alors que la majorité vient d'adopter un rapport qui propose plusieurs recommandations. On nous dit qu'il y a la création d'une police fiscale. J'observe qu'en réalité, elle n'est que le redéploiement de services qui existent aujourd'hui, passant pour le coup du ministère de l'Intérieur vers Bercy. D'ailleurs, je note qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas de création de poste en tant que tel, le Conseil d'État a pointé de gros doutes sur l'efficacité de cette mesure qui pourrait, de surcroît, créer des concurrences entre les services. Et là aussi, permettez-moi de regretter que dans le même temps, on crée soi-disant une police fiscale, mais que l'on ne pallie pas au fait qu'on a supprimé des milliers d'emplois, c'est-à-dire cette fois-ci sur le service des contrôles fiscaux de Bercy. Je l'ai dit, la liste des paradis fiscaux ne fait que transférer la liste des paradis fiscaux européens qui est vide à notre liste, qui du coup le sera également. J'ai noté l'amendement qui a été proposé par plusieurs groupes, dont le nôtre, et je remercie là par contre Émilie Cariou d'avoir bien voulu noter que nous en étions également l'auteur. Merci de son élégance à elle. Sans changer les critères, on restera cependant avec une liste vide, puisqu'il suffit qu'un État s'engage à améliorer sa transparence pour qu'il soit retiré de la liste, comme ça a été le cas du Panama. Plusieurs mesures intéressantes dans le texte méritent cependant d'être durcies. Le renforcement de sanctions financières pour les cas de fraude fiscale, qui sont très largement insuffisants. Et je note, Monsieur le Ministre, que dans le cas de l'amende encourue pour refus de communication, injures, etc., vous avez en commission proposé qu'on arrive, je crois, à la somme de 3 500 € par rapport à la somme de 5 000 € qu'on proposait. J'espère que nous déboucherons sur cette promesse. Le renforcement des sanctions à l'encontre des intermédiaires en est également une, mais là encore insuffisante. L'amende ne pourrait être portée qu'à 50% des honoraires perçus. C'est assez bizarre de penser qu'on fait une amende sur 50% des bénéfices que l'on a obtenus en ayant justement organisé finalement cette fraude fiscale. Le verrou de Bercy, on en a beaucoup parlé. Depuis quelques jours, les médias nous disent qu'il va sauter. Je rappelle un petit peu comment on est arrivé justement depuis un an à cette mission. Je le rappelle parce qu'il y a un an, en juillet 2017, nous avons bataillé contre ce qui était alors l'avis du gouvernement pour dire qu'il fallait faire sauter le verrou de Bercy, qui, j'allais dire, est une exception française assez curieuse qui vise à faire en sorte qu'une administration fasse son propre tribunal. Je me rappelle notamment des efforts transversaux, transpartis, que nous avons eus avec Charles de Courson, avec une conférence de presse qui s'en est suivie, et du coup la création d'une mission qui me permet de saluer le travail d'Émilie Cariou et d'Éric Diard pour le travail qui a été mené par cette mission. Le résultat de cette mission, du rapport, nous allait, puisqu'il a été d'ailleurs voté à l'unanimité. Pour autant, il ne reprend pas exactement les recommandations de ce rapport. Je note notamment le maintien de la commission des infractions fiscales, dont on avait prévu qu'elle disparaisse dans le rapport initial, et la non prise en compte dans les critères des cas de 40% de majoration
pas seulement en cas de récidive, ça a pour résultat de diviser en gros par 2 le nombre de contrevenants qui pourraient être directement mis en justice, en passant environ de 4 000 à 2 000. Nous proposerons donc, malgré ces progrès, des propositions conformes au rapport que tout le monde a adopté, y compris la majorité, et les 2 présidents de la Commission de finances et des lois. Mais plus encore, ce qui nous pose problème, quand on dit que le verrou de Bercy saute, c'est le fait que toutes ces mesures, qui sont quand même bonnes à prendre, ne seront que vœux pieux si par ailleurs nous n'augmentons pas les effectifs de la justice avec le budget afférent, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a largement un embouteillage au niveau de la justice par rapport à bon nombre de ses missions, et que si nous voulons lui en proposer d'autres, eh bien, il faudra augmenter les effectifs. C'est également la même chose pour les effectifs de Bercy, je l'ai dit tout à l'heure. Le problème surtout avec cette question de verrou de Bercy, et c'est peut-être le principal regret et donc la principale critique que nous faisons sur ce texte, en dehors de son insuffisance, ce sont les articles 9 et 9 bis. En effet, ces articles sont contradictoires avec le fait de faire sauter le verrou de Bercy. L'article 9, c'est l'idée d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qu'on appelle le plaider coupable, qui est un moyen d'éviter la pénalisation de la fraude fiscale. Les fraudeurs poursuivis au pénal et disposés à reconnaître leur tort pourront s'éviter un procès en acceptant la peine proposée par le procureur de la République, qui sera de fait réduite. La peine de prison ne peut excéder 1 an. On voit bien que cette possibilité ne peut que favoriser les plus puissants des contrevenants, comme par exemple les multinationales, qui pourront en outre faire du chantage à l'emploi pour négocier une sanction plus faible et en plus de ça se payer bon nombre de conseillers juridiques. Échapper au procès permet au fraudeur d'éviter que son dossier ne gonfle avec les nouvelles pièces qui pourraient être apportées au dossier du fait de la procédure judiciaire. On voit bien qu'à travers cet article 9, malheureusement, nous diminuons très largement la portée des mesures sur le verrou de Bercy, et raison pour lesquelles nous demanderons évidemment qu'il soit supprimé. L'article 9 bis va également dans le mauvais sens. L'article 9 bis, c'est le fait d'élargir les champs de la convention judiciaire d'intérêt public qui a été créée sous François Hollande, et de l'élargir à toute la fraude fiscale et les délits connexes, alors qu'aujourd'hui, elle ne concerne que le blanchiment de la fraude fiscale. C'est évidemment là aussi contraire avec ce que nous cherchons. Et le meilleur exemple, je vous le rappelle, la première peine qui a été attribuée en raison de cette convention judiciaire d'intérêt public, c'est HSBC. Je l'ai dit à maintes reprises ici même, HSBC, pour blanchiment de fraude fiscale, s'est vu imposer une pénalité de 300 millions d'euros, alors même qu'elle devait 1,6 milliard d'euros. Autrement dit, c'est comme un cambrioleur qui a un butin et on lui propose de lui enlever un tiers de son butin et de continuer à cambrioler les banques. Bon, vous voyez bien qu'il y a là un problème qui ne peut non seulement être supportable, mais qu'on ne peut supporter de voir élargi à tous les domaines de la fraude. Je note d'ailleurs, je l'avais dit également, qu'à peu près pour les mêmes problèmes, aux États-Unis, HSBC s'était vu non seulement dans le devoir de rembourser tout ce qu'ils avaient fraudé, mais avec une pénalité sacrément forte, justement, à l'occasion. Non, c'est pas moi, je ne fume pas. J'espère que mon temps est décompté. Je vois que des alertes à l'incendie sont mises en place pour m'arrêter de parler. Ce sont peut-être les travaux qui ont lieu autour de l'hémicycle qui font parvenir cette odeur jusqu'à nous, mais comme nous nous sentons hors de danger, vous pouvez continuer, Monsieur Leclerc. Merci. Vous me laisserez 30 secondes en plus, mais je crois que j'en aurai pas besoin, Monsieur le Président. Je résume donc, ces articles 9 et 9 bis sont pour nous, justement, nous l'avons dit, contradictoires avec l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. Ils affaiblissent l'effet dissuasif de la justice et d'un procès. Ils sont la raison principale de notre demande de renvoi en commission, et nous le disons à l'avance, bien évidemment, nous ne pourrons pas voter pour ce texte s'il contient ce type de mesures, et notamment ces 2 amendements pour lesquels nous proposons des amendements.
Avant de conclure, je voudrais, dans l'action contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, remercier les associations. Je pense notamment à Oxfam, qui nous a proposé plusieurs auditions, qui nous ont ouvert des voies, qui d'ailleurs, je l'observe, et je me permets de le pointer, sont assez critiques sur l'insuffisance de la loi telle qu'elle est aujourd'hui présentée, et nous partageons cette remarque. C'est vrai que ça se sent de plus en plus. Ensuite, il y a également toute la campagne actuellement mise en place, notamment par attaque, pas avec notre argent, et je regrette d'ailleurs que cela soit conclu par des arrestations policières alors que les actions étaient non violentes ce week-end. Je voudrais conclure sur une chose, peut-être certainement la plus importante. Cette loi peut être utile si des amendements sont ajoutés, mais elle ne sera rien tant que quelque part nous accepterons le cadre des traités européens. Je le dis, à travers l'article 93 du traité des communautés européennes, qui explique que pour justement empêcher l'optimisation fiscale, il faut l'unanimité de ses membres. Et à travers l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui là permet à un des membres finalement de désobéir et d'organiser, tout en restant dans l'Union européenne, la fraude fiscale. On voit bien qu'on pourra faire tout ce que nous voulons. Nous envoyons un message absolument terrible aux entreprises, mais aussi à plus riche de nos concitoyens, dans lequel l'Union européenne est un cheval de Troie permettant l'optimisation fiscale à très grande ampleur. Ça permet aussi, malheureusement, au nom de ces traités, au nom de cette non-harmonisation fiscale, de cette concurrence entre les différentes fiscalités, d'avoir une course au moins-disant fiscal. En moyenne, les pays européens ont diminué du plus du quart leur taux d'impôt sur les sociétés entre 2010 et 2016, le taux moyen étant passé à plus de 32 à 23%. Et je vous rappelle d'ailleurs que lors du dernier vote sur la loi de finances, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, nous avait expliqué qu'une des raisons pour lesquelles il fallait baisser l'impôt sur les sociétés en France, c'était justement de pouvoir continuer à être concurrentiel par rapport à l'Union européenne. On voit bien donc qu'il y a là une course au moins-disant qui, évidemment, est un problème majeur parce que ces impôts ne rentrant pas, eh bien, ça appauvrit toute la collectivité, sans parler du partage des richesses que cela ne permet pas, au contraire que cela malheureusement permet d'aggraver. Tant qu'il n'y aura pas cette rupture globale avec ce dumping fiscal, mais tant qu'il n'y aura pas aussi une rupture avec la politique qui vous a amené à faire 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, ce qui me fait dire qu'au bout d'un moment, il n'y aura même plus besoin de fraude fiscale parce qu'ils paieront tellement peu d'impôts que finalement la meilleure manière de frauder sera juste d'obéir à la loi, eh bien, je crois que tout type de loi telle que celle-ci, malgré ces quelques progrès, ne sera malheureusement qu'une rustine sur un pneu crevé. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci. Merci.